Alors, cette pubalgie, c'est une douleur de la région inguinale. Ça a une incidence environ 5 à 9% dans la population des joueurs de haut niveau. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les sports collectifs, mais au tennis, on en voit aussi quelques-unes. Et ce terme de pubalgie, c'est un terme un peu équivoque. Ça correspond à plusieurs types de lésions tendineuses, musculaires, nerveuses, du canal inguinal. Et ces lésions peuvent intéresser plusieurs sites anatomiques. C'est à peu près commun à tous les sports. On voit encore une fois cette incidence 2 à 5% des lésions sportives. Comme je vous l'ai dit, c'est plus important dans les sports collectifs, mais ça peut se voir aussi au niveau du tennis. Et j'ai dit que c'était exclusivement masculine, enfin c'est une pathologie exclusivement masculine, je le crois. J'en suis même persuadé pour avoir opéré 2 patientes. Je pense que cette pubalgie n'existe pas chez la femme. On pourra en reparler après si vous le désirez. Alors, un peu d'anatomie, on est chirurgien en toute chose, donc on repart un petit peu sur l'anatomie. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça parce qu'il est tôt ce matin. Mais cette arcade fémorale, ce canal inguinal est relativement important à considérer. Et surtout, c'est une zone de faiblesse, vous le savez. Ce passage ici du canal inguinal de l'intérieur de l'abdomen à l'extérieur de l'abdomen est une zone de fragilité qui est bien connue par les chirurgiens viscéraux, mais qui intéresse aussi les orthopédistes dans ce cadre de cette pubalgie où il y a certainement une interaction avec ce canal inguinal. C'est pour ça que je dis que ça n'existe pas chez la femme. L'innervation de cette région est relativement importante. C'est essentiellement assuré par le plexus lombaire pour ce qui est de la région antérieure, essentiellement les nerfs grands et petits abdominaux génitaux, et l'innervation sensitive de la paroi de la région pubienne postérieure, c'est un petit peu plus mal précisé, c'est certainement le plexus honteux qui participe à cette innervation sensitive. Alors la physiopathologie, il y a plusieurs façons de comprendre. Ça peut être un problème d'os, d'articulation, une arthropathie, ça peut être un problème myologique, ça peut être un problème de canal inguinal et aussi un problème nerveux. Le démembrement clinique, il remonte déjà bien longtemps. C'est vraiment Boueda et Duret dans le temps en France qui avaient déjà commencé à en parler en 76. Brunet, dans sa thèse, avait bien classifié les choses à Lyon et avait classifié les 3 formes qu'on nous connaissons. Et en 2004, Bouvard a proposé 4 formes et une stratégie thérapeutique qui en découlait. Alors cette symptomatologie, c'est quoi? C'est une douleur périnéale, inguinale, hypogastrique, avec un début souvent progressif à l'effort et qui perdure avec le temps, malgré un traitement bien mené. L'évolution se fait vers la persistance des douleurs en dehors de l'exercice. C'est des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont eu mal lors d'une activité physique et qui viennent après parce qu'ils ont mal aussi dans la vie quotidienne. L'examen physique doit être systématique. Ça doit prendre en compte la symphyse pubienne, les muscles adducteurs, la paroi abdominale, bien entendu, et les orifices inguinaux. Alors tout ceci est relativement important. Pourquoi? Parce que ça doit rester un diagnostic d'élimination, cette pubalgie. Un des signes majeurs que j'aime bien rappeler, c'est ce signe de Malgaigne où vous voyez ici sur cette diapositive ce renflement des deux côtés lorsqu'on demande aux patients de pousser. Et ça, c'est un signe relativement sensible dans la symptomatologie. Alors, diagnostic différentiel très important, ça doit rester un diagnostic d'élimination. Il faut bien entendu éliminer toutes les pathologies intra-abdominales, les maladies inflammatoires ou infectieuses, les syndromes canalaires, les fractures de stress au niveau des os, les coxopathies débutantes, je pense qu'Alexis va vous en parler largement, les pathologies rachidiennes, je crois qu'on en a déjà vu pas mal, et reste aussi ces problèmes nerveux que l'on connaît bien de cette charnière D12L1. Et bien entendu, tout ceci doit être évoqué avant de pouvoir porter le diagnostic positif de pubalgie. Alors voilà ce que ça donne en radiographie. Cette arthropathie pubienne, vous la connaissez, c'est tous ces stades qui ont bien été décrits dans la littérature avec des anomalies de cette articulation qui est une diarthrose.
L'échographie est relativement un bon examen, notamment pour savoir s'il existe une hernie inguinale, mais je vous rappelle qu'on est avant tout clinicien, donc ça doit être aussi un diagnostic clinique, la hernie inguinale. Si tel est le cas, si c'est une hernie inguinale, c'est pas du tout une pubalgie, et à ce moment-là, vous le confiez plutôt aux chirurgiens viscéraux, mais ça doit rester effectivement un diagnostic d'élimination. L'IRM, enfin, a apporté beaucoup à cette pathologie. Vous voyez ici cette arthropathie pubienne qui est bien caractérisée ici avec cet œdème au niveau du pubis et ces géodes ici de part et d'autre de l'articulation. Et c'est surtout dans les années 80 qu'on a démembré cette pathologie un petit peu plus précisément. Je vais vous en reparler tout à l'heure à propos des séries cliniques que nous avons publiées dans le temps. Et là, vous avez une atteinte inflammatoire des tendons adducteurs qui sont relativement importants à montrer pour pouvoir voir un petit peu ce stade de pubalgie. Alors le traitement chirurgical, bien entendu, il se discute uniquement en cas d'échec du traitement médical. Bien entendu, on ne va pas opérer les malades d'emblée, il faut d'abord les traiter médicalement. Les techniques chirurgicales sont extrêmement nombreuses dans la littérature, ce qui prouve qu'il n'y a aucune technique qui marche, c'est toujours comme ça en chirurgie. Et on a une opposition entre les orthopédistes et les viscéraux, puisque les orthopédistes, nous, on aborde la paroi abdominale d'avant en arrière, alors que les viscéraux, maintenant, avec la laparoscopie, abordent plutôt la paroi inguinale, plutôt de postérieur en antérieur. Nézovic, vous connaissez, c'est un médecin, ce n'est pas un chirurgien, c'est un médecin qui est venu en France. Moi, je l'ai connu parce qu'il est venu à Saint-Louis à l'époque. Il avait effectivement décrit cette célèbre technique où il avait déjà opéré pas mal de patients avec, vous voyez, à cette époque, 70% de patients satisfaits. Et nous, à Saint-Louis, avec Pascal Christel et Jacques Vidvout, on avait opéré dans le temps 45 patients. C'est une première série. Je vais simplement vous décrire cette première série parce qu'elle est intéressante. Il y avait déjà 77% de footballeurs. Vous savez que c'est quand même une pathologie qui atteignait les footballeurs avec ces douleurs bilatérales et ces douleurs suspubiennes dans pratiquement la moitié des cas, avec une douleur à la palpation des adducteurs dans 24 cas. Le signe de Malgagne était positif au passage dans 71% des cas. Cette série, en fait, on leur a fait purement et simplement un Nézovic parce que Nézovic était venu nous montrer cette technique et on avait effectivement eu des bons résultats essentiellement dans les douleurs suspubiennes, sans irradiation périnéale et sans atteinte des adducteurs. Et on s'était rendu compte que lorsqu'il existait des formes hautes et basses, j'oserais dire, à ce moment-là, le pourcentage de bons résultats passait à 70% des cas. Et en 91, on est passé à une IRM systématique pour les tendons adducteurs et on a fait une deuxième série qui nous a montré sur 46 patients opérés qu'on arrivait à traiter ces patients d'une façon meilleure à partir du moment où on parlait de pubalgie haute ou de pubalgie basse ou de forme bilatérale. Et s'il existait une atteinte des adducteurs, à ce moment-là, l'intervention de Nézovic était couplée à une ténotomie des adducteurs, ce qui a augmenté nettement nos bons résultats au recul moyen de 4 ans à l'époque. Alors, pour ce qui est de la discussion, je pense qu'il faut avoir une analyse vraiment très fine de cette région anatomique. Il faut savoir effectivement de quoi on parle et avoir un diagnostic positif en éliminant les hernies inguinales qui sont complètement différentes. Il est certain que les chirurgiens viscéraux, eux, opèrent aussi des véritables pubalgies en posant essentiellement des plaques sous le péritoine par célioscopie. Se pose le problème de ce matériel prothétique qui n'est pas sans conséquence, surtout chez les patients jeunes. Donc, je dirais que, en conclusion, les échecs de nos techniques chez les patients qui sont non sportifs sont essentiellement dus à des fautes techniques, mais surtout à un manque d'analyse précise en fait de cette pathologie. Donc la technique chirurgicale est vraiment une réparation ciblée qui doit être anatomique, elle est efficace sur le plan musculo-aponevrotique. Il faut savoir faire un traitement chirurgical non agressif et complet. Complet voulant dire qu'il faut s'attacher aux tendinopathies des adducteurs si elles existent pour faire une ténotomie de ces adducteurs. Et ça doit rester une chirurgie à la carte, comme beaucoup de chirurgies en orthopédie. Je vous remercie de votre attention.